Je rappelle que dans les deux premières vidéos, nous avons abordé ensemble le premier chapitre intitulé L'introduction à l'audit général. Dans cette vidéo, alors nous allons initier le deuxième chapitre, Risques de l'audit comptable et financier. Alors nous avons parlé dans la vidéo précédente du fait que l'auditeur a une obligation de moyens et non de résultats. C'est-à-dire que l'auditeur est responsable de ses diligences, de ses vérifications. Il n'est pas responsable sur le fait que si les états de synthèse ont été bien établis ou pas, est-ce que l'entreprise va obtenir la certification ou pas. Donc l'auditeur, il est uniquement responsable sur les diligences qu'il va mettre en place. Alors, cette responsabilité se traduit par le fait que l'auditeur va mettre en œuvre un ensemble de diligences pour atteindre ce qu'on a appelé une assurance raisonnable. Et on a dit que pour plusieurs raisons, l'auditeur ne peut pas, à titre d'exemple, la certification des comptes, de donner une assurance absolue que les états de synthèse reflètent à 100% la vraie situation financière de l'entreprise. Le fait que l'audit permet de donner une assurance raisonnable signifie qu'il existe des éléments qui empêchent d'atteindre l'assurance absolue. D'accord? Ces éléments sont appelés des risques d'audit. Donc je récapitule. Il y a des risques d'audit qui empêchent que l'opinion de l'auditeur soit toujours et à 100% vraie. Alors, nous avons aussi parlé dans la vidéo précédente que pour le reste du cours, on va se focaliser sur l'audit comptable et financier. L'audit comptable et financier est une mission d'audit des états de synthèse qui a pour objectif de permettre à l'auditeur, alors dans le cadre de l'audit légal qui est imposé par la loi, l'auditeur est un commissaire aux comptes qui va exprimer une opinion selon laquelle les états de synthèse ont été établis dans tout leur aspect significatif, c'est-à-dire que l'auditeur doit vérifier est-ce qu'il y a des erreurs significatives dans ces états de synthèse, conformément à un référentiel. Alors, la notion de la régularité signifie tout simplement la conformité des comptes aux règles comptables et lois en vigueur. Des états de synthèse réguliers signifient que ces états de synthèse respectent la loi, respectent les règles comptables. Je peux donner, à titre d'exemple, la bonne imputation, la bonne utilisation des comptes ou bien des postes. Du moment que dans le bilan et dans le CPC, on ne présente pas les comptes à 4 chiffres, mais plutôt on présente les postes à 3 chiffres. Je donne par exemple, si l'entreprise achète des marchandises, le montant de cet achat doit figurer au niveau du CPC dans le poste achat revendu de marchandises.
Si l'entreprise achète les matières premières, cet achat doit figurer dans le poste achat consommé de matières et fournitures. Le fait d'imputer l'achat de marchandises et de l'enregistrer dans le compte achat de matières premières ne va pas modifier le total des charges et ne va pas aussi modifier le résultat de l'exercice, mais le compte utilisé n'est pas régulier, n'est pas le bon, donc on ne respecte pas les règles comptables en vigueur. Je donne un autre exemple. Pour tout ce qui est de l'évaluation des stocks, le Code général de normalisation comptable préconise pour les entreprises marocaines la méthode FIFO ou bien la méthode CMUP. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une limitation dans l'utilisation de la méthode LIFO. Et du coup, si une entreprise utilise cette méthode hors le cadre légal, d'accord? Alors on va dire que finalement les états de synthèse qui en découlent ne sont pas réguliers. La deuxième notion, c'est la sincérité des états de synthèse. Alors la sincérité, c'est-à-dire la capacité des comptes de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont des opérations et activités de l'entité compte tenu de leur importance significative. Ben, je m'explique. Est-ce que les comptes, d'accord, traduisent la connaissance de la direction vis-à-vis des opérations comptables? Alors, en parlant de sincérité, je peux donner les exemples des provisions. Alors, on sait tous que dans le cadre des travaux d'inventaire, si l'entreprise constate que un client ou bien plusieurs clients sont en situation financière délicate, l'entreprise va constituer des provisions sur les créances douteuses. Et dans ce cas, l'entreprise va essayer d'estimer un pourcentage de la créance. D'accord? Par exemple, 40%, on va dire que 40% de la créance est douteuse. On estime récupérer 60%. D'accord? En lisant cette affirmation, on sait que la direction, lorsqu'elle dit qu'elle va récupérer ou bien elle estime récupérer 60%, c'est-à-dire qu'il y ait une probabilité de perte de 40% de la créance. Maintenant, le fait que la direction a fixé le pourcentage de la provision sur les créances à 40%, est-ce que cela est sincère? D'accord? Est-ce que la direction a la connaissance nécessaire des opérations? Est-ce qu'elle connaît très bien ses clients et leur situation financière? Si c'est le cas, si l'entreprise connaît très bien la situation financière de ses clients, cela veut dire que euh, les provisions constituées, les estimations comptables seront sincères. D'accord? Bien évidemment, lorsqu'on parle de sincérité, on ne peut pas atteindre un degré d'exactitude à 100% parce qu'il s'agit des estimations et du coup, dans la définition, on a parlé que cela doit tenir en compte de l'importance significative. D'accord? C'est-à-dire que si les travaux de l'auditeur permettent d'estimer les créances douteuses à 45%, alors que la direction de l'entreprise les a estimées à 40%, ben, on peut parler que cela n'est pas trop significatif, il n'y a pas un écart trop important. D'accord? Il y a aussi la sincérité des valeurs nettes des immobilisations, et cela dépend du mode et de la durée des amortissements choisis par la direction. D'accord? Donc, au-delà de l'aspect légal, parce qu'il y a déjà des taux qui sont fixés par la loi pour certains types d'immobilisation et des modes d'amortissement qui sont fixés par la loi. À titre d'exemple, les immobilisations en non-valeur doivent toujours être amorties selon le mode linéaire. Au-delà de l'aspect régulier, parce qu'on a déjà vu la régularité, maintenant, dans la sincérité, est-ce que la durée choisie, est-ce que le mode d'amortissement choisi, d'accord, reflète la vraie dépréciation de cette immobilisation, d'accord? Et du coup, nous sommes toujours dans les estimations comptables et du coup, on peut parler de principe
de la sincérité. Troisième principe, il s'agit de l'image fidèle, c'est-à-dire la correspondance entre, d'une part, l'image que donnent les états de synthèse des comptes, des opérations de la société et de sa situation financière, et d'autre part, la réalité de ces comptes, la réalité des opérations et de la situation. Je donne un exemple. Si dans le bilan, je constate que le poste matériel de transport, dans le bilan, d'accord, le montant inscrit dans ce poste, elle est normalement très grand, il représente 30% du total d'actifs. Cela doit se refléter dans la réalité. Je dois trouver des voitures, des camionnettes, ainsi de suite, propriété de l'entreprise, parmi les actifs de l'entreprise. D'accord? Si dans le bilan, je constate qu'il y a un stock de marchandises, un stock de matières premières et un stock de produits finis, dans la réalité, il faut que l'entreprise soit une entreprise commerciale et industrielle à la fois. D'accord? C'est-à-dire que le bilan doit refléter une vraie image, une image qui est fidèle de la société. Et du coup, donc voilà, normalement, l'auditeur doit donc s'assurer de quoi? Il doit s'assurer, donc je récapitule, de la régularité, c'est-à-dire du respect des règles et de la loi, de la sincérité, mais surtout lorsqu'on parle des estimations, la sincérité des chiffres, et aussi de l'image fidèle, c'est-à-dire que le bilan, le CPC doivent donc donner une image qui est vraiment réelle dans la réalité. D'accord? Maintenant, on revient à la notion du risque d'audit. On a dit au début que l'auditeur ne peut pas donner une assurance absolue. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une possibilité que l'auditeur émette une opinion inadéquate à la lumière des circonstances de l'objet audité. Il y a une possibilité que l'auditeur va se tromper dans sa décision. Il y a une possibilité que le commissaire aux comptes va certifier des états de synthèse d'une entreprise, alors que ces états de synthèse contiennent des erreurs significatives. Maintenant, pourquoi il y a ce risque? D'accord? Pourquoi un auditeur peut certifier les états de synthèse d'une entreprise, même s'ils contiennent des erreurs significatives? Normalement, ce risque global d'audit est décomposé en trois catégories de risques. Donc, soit à cause du risque qu'on va appeler le risque inhérent, soit à cause du risque de non-contrôle, ou bien à cause du risque de non-détection. Alors, le risque inhérent est tout simplement le risque qui est lié à l'entreprise, à sa nature, à la nature de ses activités et de son environnement. Une entreprise, à titre d'exemple, qui fait de l'importation et de l'exportation vers le reste du monde, dans sa comptabilité, il va utiliser des comptes et des postes qu'une autre entreprise qui vend uniquement au niveau national ne va pas utiliser. Par exemple, les écarts de conversion. Et du coup, cette entreprise-là qui manipule une variété de devises, dans cette entreprise, il y a plus de risques pour le commissaire aux comptes de se tromper, vu que cette entreprise utilise euh, des opérations un petit peu complexes par rapport à un autre type d'entreprise. Je donne un deuxième exemple. Si une entreprise possède plusieurs usines, d'accord, et on va comparer cette entreprise avec une autre entreprise qui a uniquement un seul site ou bien une seule usine.
Auditer une entreprise qui a plusieurs usines, d'accord, comporte plus de risques inhérents qu'une autre entreprise qui a uniquement un seul site, une seule usine, qui est relativement plus facile à vérifier. D'accord? Donc, lorsque l'entité comporte des risques d'anomalies significatives en relation avec l'environnement de l'entreprise et la nature de ses activités, on parle dans ce cas du risque inhérent. Un deuxième type de risque qui est lié bien évidemment à l'entité et plus précisément à son système de contrôle interne. Je donne un exemple. Auditer une entreprise qui a un système de contrôle interne sophistiqué, très avancé, qui permet de prévenir les erreurs comptables, d'accord, comme Marjan à titre d'exemple, et auditer une entreprise qui n'a aucun système de contrôle interne. Logiquement et naturellement, il y a un risque de non-contrôle, un risque lié au contrôle plus élevé dans l'entreprise qui n'a pas un système de contrôle interne ou bien dont le système de contrôle interne il est vraiment médiocre et ne permet pas de détecter les erreurs. D'accord? Donc, je récapitule jusqu'à présent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire les risques d'audit? C'est-à-dire que le risque, la possibilité que l'auditeur va commettre une erreur dans son jugement, c'est-à-dire la possibilité que l'auditeur va certifier les comptes alors qu'elles contiennent des erreurs significatives. Alors, premier type de risque, il s'agit du risque inhérent qui dépend de la nature des activités, de l'environnement de l'entreprise. Un deuxième type de risque donc, concerne le système de contrôle interne de cette entreprise. D'accord? Maintenant, remarquez que ces deux risques-là, ils dépendent de l'entreprise. Maintenant, nous avons un troisième type de risque qui dépend maintenant de l'auditeur, qu'on va appeler les risques de non-détection. C'est-à-dire, il se peut que lors de la mission d'audit, les vérifications faites par l'auditeur, d'accord, n'ont pas permis à ce dernier de détecter les anomalies. Supposons que l'auditeur n'a pas tout vérifié, d'accord, ou bien il a pris un échantillon dont la taille est très petite, et du coup, cela n'a pas permis à l'auditeur de détecter les erreurs significatives, et du coup, l'auditeur a certifié les comptes de l'entreprise alors que ces derniers contiennent des erreurs. Ce troisième type de risque ne dépend pas de l'entreprise, mais dépend des vérifications et des diligences qui sont mises en place par l'auditeur. Maintenant, on va prendre chaque risque à part et on va essayer de bien donc, le définir. Alors, le risque inhérent, il s'agit du risque qu'une erreur significative se produise compte tenu des particularités de l'entreprise auditée. Lorsque je parle de particularités, c'est-à-dire les caractéristiques de l'entreprise, de ses activités, de son environnement, de la nature de ses comptes et de ses opérations. Et du coup, le risque inhérent est plus important dans certaines activités ou entreprises que dans d'autres entreprises. Au moment de l'évaluation du risque inhérent par le commissaire aux comptes, ce dernier doit prendre en considération les critères suivants. C'est-à-dire pour évaluer, pour dire est-ce que le risque inhérent est grand, bien, et petit pour une entreprise. Donc il faut voir un certain nombre d'éléments. Premier élément, les caractéristiques de la population auditée. Alors, dans le cadre de l'audit comptable et financier, la population auditée est tout simplement les comptes de l'entreprise. Alors, je donne un exemple. Auditer les comptes de stock, d'accord?
est plus donc difficile qu'auditer les comptes de la trésorerie. C'est-à-dire que auditer les comptes de stock, marchandises, matières premières, produits finis, pose plus de difficultés, d'accord? Donc l'auditeur doit vérifier les données de l'inventaire comptable, elle doit vérifier la méthode d'évaluation utilisée, et ainsi de suite. Alors que pour auditer, pour vérifier le solde du compte banque, par exemple, il suffit de demander le relevé bancaire et faire le rapprochement nécessaire. Et du coup, les entreprises qui ont dans leur bilan des montants donc énormes dans l'actif circulant concernant les stocks présentent un risque inhérent plus élevé que pour les entreprises qui, qui ont donc beaucoup d'argent donc, dans la trésorerie. Deuxième élément, le nombre de sites de l'entreprise. Une entreprise qui a plusieurs usines, plusieurs sites, et qui utilise une comptabilité décentralisée, donc comporte plus de risques inhérents qu'une entreprise qui a une seule usine. Je donne un autre exemple. Une entreprise qui a plusieurs sites dans différents pays manipule plusieurs devises à la fois, le dirham, l'euro et le dollar, chose qui augmente le degré du risque inhérent du moment que cette entreprise manipule plusieurs devises dans sa comptabilité. Troisième élément, la situation financière de l'entreprise. Les entreprises qui ont des difficultés financières essaient généralement de masquer cette difficulté pour garder leurs actionnaires et avoir accès aux sources de financement. Et du coup, lorsque l'auditeur détecte que la situation financière de l'entreprise est délicate, le risque que la direction donc, ait falsifié les résultats comptables est plus grand, d'accord, qu'une autre entreprise qui est en bonne santé financière. Il y a aussi la tendance globale du secteur d'activité. Une entreprise dont le secteur d'activité est stable, chaque année il y a augmentation de 10%, par exemple. Si le commissaire aux comptes constate que le chiffre d'affaires ou bien le résultat a augmenté de 10% pour cette entreprise entre les 2 années, cela donne une assurance que cette variation est justifiée par la tendance globale du secteur. Maintenant, pour les entreprises dont le secteur est vraiment très instable, cela ne donne aucune garantie à l'auditeur que les évolutions constatées dans la comptabilité sont fondées et du coup, le degré du risque inhérent est plus grand dans ce cas. Il y a aussi l'influence des dirigeants. Si les dirigeants donc, ont la main sur, par exemple, les procédures de contrôle interne et peuvent les modifier et peuvent surpasser le contrôle interne, il y a plus de risques de commettre des fraudes et des irrégularités comptables. On peut parler aussi du programme de rémunération de la direction. Si la direction est rémunérée en fonction du résultat net de l'exercice, une rémunération variable, dans ce cas, la direction aura intérêt à gonfler le résultat pour être rémunérée de manière plus grande. L'auditeur doit aussi tenir compte des éléments qui donnent lieu à des estimations. Par exemple, lorsqu'on parle des provisions pour créances douteuses, les entreprises estiment le pourcentage de la créance qui ne sera pas récupérée. D'accord? Ces estimations ne suivent aucune règle comptable et du coup, pour les entreprises qui ont beaucoup d'estimations, il y a plus de risques donc qu'il y a une erreur dans ces estimations. Par contre, une entreprise comme Margin qui vend donc au comptant n'accepte pas la vente au crédit et donc elle ne constitue pas des provisions pour créances douteuses
Et du coup, le degré du risque inhérent concernant les estimations comptables, elle est moins élevée dans ce cas. Finalement, donc, l'auditeur doit aussi s'intéresser à la nature des opérations. Parfois, donc, on peut trouver une entreprise dont le fournisseur est quelqu'un de la même famille, un ami du directeur ou bien d'une personne qui travaille au sein du conseil d'administration. Dans ce cas, donc, le degré du risque inhérent est plus élevé du moment que les deux personnes se connaissent et donc il y a un risque plus élevé de s'entendre, de se mettre d'accord pour falsifier les documents comptables ou bien le résultat de l'entreprise. Maintenant, passons au risque de non-contrôle. Donc, comme nous avons expliqué tout à l'heure, il s'agit du risque qu'une erreur puisse survenir dans les états de synthèse sans avoir été détectée et corrigée en temps voulu par une procédure de contrôle interne. Et du coup, ce risque dépend de l'efficacité du contrôle interne. Plus le contrôle interne est efficace, moins ce risque est important. D'accord? Et vice-versa. L'appréciation du risque de non-contrôle dépend en grande partie des résultats des sondages de contrôle. Donc généralement, pour évaluer ce risque, l'auditeur va faire quelques sondages sur le système de contrôle interne, est-ce qu'il est efficace ou pas. Il va faire quelques essais pour essayer de voir les modes de contrôle de l'entreprise et leur efficacité. Et à travers ces sondages de contrôle, l'auditeur va évaluer le risque de non-contrôle. Plus le contrôle interne est satisfaisant, plus le risque de non-contrôle est faible, comme nous avons dit. Maintenant, le troisième type de risque, il s'agit du risque de non-détection. Ça, c'est un risque qui est relatif aux travaux de l'auditeur, aux diligences de l'auditeur. C'est le risque que les travaux mis en œuvre par l'auditeur ne détectent pas une erreur dans un solde de compte ou une catégorie de transactions, alors que cette erreur, isolée ou cumulée avec d'autres erreurs, serait significative. D'accord? Donc, on tombe toujours dans les mêmes définitions, c'est-à-dire le risque qu'une erreur ne soit pas détectée. D'accord? Maintenant, dans ce cas, c'est à cause des diligences de l'auditeur et non pas à cause de l'environnement et de la nature des opérations de l'entreprise. Ce n'est pas à cause du système de contrôle interne. Maintenant, c'est à cause des diligences qui ont été mises en place par l'auditeur. Alors, ce risque de non-détection peut être décomposé en trois sous-risques. Un premier risque lié au sondage de corroboration. Un deuxième sous-risque lié aux opérations hors sondage. Et finalement, le risque lié aux autres procédés. Donc on va voir ensemble la définition de chaque risque, de chaque composante du risque de non-détection. Alors je débute avec le risque lié au sondage de corroboration. Alors, juste pour définir c'est quoi un sondage de corroboration, alors dans le risque de non-contrôle, nous avons parlé de sondage de contrôle, c'est-à-dire des sondages qui sont faits par l'auditeur pour évaluer le système de contrôle interne. Maintenant, pour euh, vérifier les états de synthèse et les comptes, l'auditeur fait aussi d'autres sondages, d'accord? Du moment que c'est impossible de vérifier la totalité des documents comptables. Maintenant, ces sondages sont faits pour corroborer, pour valider les soldes comptables. D'accord? Que ce soit un sondage pour vérifier est-ce que les factures ont été totalement enregistrées, pour vérifier est-ce que les autres pièces comptables ont été enregistrées, d'accord? Ainsi de suite. Maintenant, le problème est le suivant. Lorsque le comptable
je m'excuse, lorsque le commissaire aux comptes ou bien l'auditeur procède par un sondage et non pas par un recensement, cela peut poser deux situations critiques. Alors, pour illustrer le problème des sondages, je vais donner un exemple très simplifié. Alors, supposons que la population mère ait de 100 factures de même montant à guise de simplification. Cela veut dire que pendant toute l'année, l'entreprise, elle a établi, elle a reçu 100 factures. Alors, du moment que l'auditeur ne peut pas tout vérifier, on va supposer qu'il a prélevé un échantillon de 10 factures. C'est-à-dire que parmi les 100 factures, il a prélevé un échantillon de 10 factures. Maintenant, nous avons dit qu'il y a un seuil de signification au-delà duquel les erreurs deviennent significatives et du coup, on ne peut pas certifier au-delà de cette marge d'erreur. L'auditeur toujours a fixé le seuil de signification à 5%. C'est-à-dire que les erreurs sont significatives si elles représentent plus de 5%. Maintenant, on va prendre deux cas. Supposons que dans le premier cas, il y avait uniquement 3 factures non comptabilisées parmi les 100 factures. Alors ça c'est une donnée réelle de l'entreprise. Je m'explique, parmi les 100 factures de l'année, uniquement 3 factures n'ont pas été comptabilisées. Maintenant, si je veux calculer le pourcentage de l'erreur, 3 factures divisées sur 100, ça va me donner 3%. Est-ce que 3% a dépassé 5%? Non. Et du coup, est-ce qu'il y a une erreur significative dans les états de synthèse? Il n'y a pas une erreur significative dans les états de synthèse. Mais, puisque l'auditeur ne peut pas tout vérifier, lui, il va se baser sur le résultat de l'échantillon. Supposons que l'échantillon qui a été pris de manière aléatoire, par malchance, l'auditeur a prélevé les 3 factures non comptabilisées, plus 7 autres factures comptabilisées. D'accord? Je répète, supposons que la combinaison de l'échantillon est la suivante. L'auditeur dans l'échantillon, il a prélevé par hasard les 3 factures non comptabilisées, plus 7 autres factures comptabilisées. Maintenant, lors des diligences, l'auditeur constate qu'il a 10 factures. En faisant les vérifications dans le livre journal, par exemple, il constate que 3 parmi les 10 factures ne sont pas comptabilisées. Cela va pousser l'auditeur à croire que 30% des documents comptables ne sont pas enregistrés si l'auditeur va faire une généralisation du résultat de son sondage. Alors, dans ce cas, l'auditeur va considérer que le 30% est largement supérieur au seuil de signification. Elle va refuser la certification des comptes de l'entreprise à tort. Pourquoi? Parce que réellement, il n'y a pas d'erreur significative. D'accord? Donc voilà le premier cas de figure où l'auditeur va refuser la certification des comptes d'une entreprise alors que ces derniers ne contiennent aucune erreur significative. Maintenant, supposons le cas inverse. Supposons que parmi les 100 factures de l'entreprise, 10 factures ne sont pas comptabilisées. Et du coup, si on veut calculer le pourcentage des erreurs par rapport à la population mère, par rapport à la totalité des factures, on va dire parmi les 100 factures de l'année, nous avons 10 factures non comptabilisées. Cela signifie un risque d'erreur de 10%. D'accord? Chose qui dépasse largement les 5%. Et du coup, est-ce que le bilan de cette entreprise, est-ce que le CPC de cette entreprise contiennent des erreurs significatives? La réponse est oui. Parce que les erreurs que contiennent les états de synthèse dépassent
le seuil de signification. Maintenant, supposons que l'échantillon qui a été prélevé par l'auditeur, par malchance aussi, ne contienne que les factures comptabilisées. Parce que remarquez une chose, nous avons 100 factures du même montant. Parmi les 100, nous avons 10 factures non comptabilisées et du coup, nous aurons 90 factures comptabilisées. Lors du prélèvement, l'auditeur, dans son échantillon, il a prélevé uniquement les factures comptabilisées. Dans son échantillon, l'auditeur constate que la totalité des factures ont été bien comptabilisées. Il va dire que dans son échantillon, il y a 0% d'erreur, chose qui va peut-être pousser cet auditeur à certifier. Maintenant, le problème, c'est qu'en certifiant dans ce cas, l'auditeur va certifier les états de synthèse d'une entreprise qui contiennent des erreurs significatives. Et du coup, si on veut résumer cette situation, alors nous avons pour l'opinion de l'auditeur deux cas. Soit l'auditeur il va certifier, soit l'auditeur il va refuser la certification. Maintenant, nous avons la réalité des choses. Il se peut que aucune importance significative n'existe en réalité dans les états de synthèse. Il se peut qu'il existe une importance significative dans les états de synthèse. Si l'auditeur certifie les comptes d'une entreprise dans lesquels il n'y a pas des erreurs significatives, ça c'est une bonne décision de l'auditeur. Si l'auditeur refuse la certification des états de synthèse d'une entreprise qui contiennent des erreurs significatives, ça aussi, il s'agit d'une bonne décision. Par contre, si l'auditeur refuse la certification alors qu'aucune importance significative n'existe, dans ce cas, on parle du risque alpha de sondage. D'accord? Le dernier cas, c'est lorsque l'auditeur va certifier les comptes d'une entreprise alors que ces derniers contiennent des erreurs significatives. Et ça, c'est le risque bêta. Et c'est ce risque qui nous intéresse ici parce que c'est le risque de non-détection. L'auditeur va certifier les comptes alors qu'il existe des erreurs significatives non détectées. D'accord? Maintenant, nous passons à la deuxième composante du risque hors sondage. Alors, au-delà du sondage qui est effectué par l'auditeur, les sondages de corroboration, le risque hors sondage tient compte des erreurs d'observation et d'interprétation que l'auditeur peut commettre. Ce risque correspond donc à la possibilité que l'auditeur examine des éléments influents sans leur accorder une attention suffisante. Alors, comme vous avez bien compris, ce risque signifie que l'auditeur, qui est un être humain, peut se tromper, peut commettre des erreurs d'observation, peut commettre des erreurs d'interprétation dans sa mission. D'accord? Et du coup, il peut examiner des éléments influents, il peut examiner, par exemple, un élément qui contient une erreur significative, mais faute d'attention, d'accord? Et il ne va pas lui accorder une importance, une attention suffisante. Est-ce que ce risque est relatif au sondage? Non, il est relatif à l'attitude de l'auditeur, à sa concentration, à son observation, et ainsi de suite. La dernière composante du risque de non-détection, c'est le risque lié aux autres procédés. Alors, lorsqu'on parle de procédés, on parle de techniques, de méthodes utilisées par le commissaire aux comptes. On a déjà dit que parmi les procédés, il y a les sondages. On a dit qu'il y a un risque que l'auditeur ne détecte pas une erreur du moment qu'il procède à des sondages. D'accord? On a dit qu'il y a un risque de certifier les états de synthèse alors que ces derniers comportent des erreurs significatives. Maintenant, l'auditeur n'utilise pas que les sondages, il peut
et utiliser lors de sa mission des autres procédés pour détecter les erreurs. Par exemple, à travers la vérification globale des soldes, lorsque l'auditeur va prendre la balance générale, la balance après inventaire, et faire une lecture diagonale, une lecture globale des soldes comptables pour essayer de détecter est-ce qu'il y a des soldes illogiques qui peuvent présenter des erreurs potentielles. Lorsque cette vérification est faite entre plusieurs années, par exemple entre 2 années ou bien pour voir l'évolution, dans ce cas, on parle de l'examen analytique ou bien des procédés analytiques. Donc, l'examen analytique est tout simplement une comparaison des soldes entre 2 années ou bien 3 années successives, soit pour la même entreprise ou bien une comparaison des soldes de l'entreprise avec les entreprises similaires. D'accord? Les entreprises similaires ou bien concurrentes. Je prends un exemple très simple pour illustrer l'examen analytique. Supposons que on a pris les données de la balance après inventaire de 2 exercices comptables, de l'exercice 2018 et de l'exercice 2019. Alors ici, on a pris un extrait de 2 comptes, le compte emprunt auprès des établissements de crédit et le compte intérêt des emprunts et dettes. En faisant la vérification des soldes, le commissaire aux comptes constate que le montant des emprunts auprès des établissements de crédit a augmenté considérablement en 2019 par rapport à 2018. Remarquez que au 31 décembre 2018, le montant des emprunts auprès des banques était 100 000 dirhams. À la fin de 2019, le montant des emprunts auprès des banques a augmenté à 500 000 dirhams. Cela veut dire tout simplement que pendant l'année 2019, l'entreprise a octroyé un ou bien plusieurs emprunts nouveaux, d'accord, pour se financer. Maintenant, en examinant le solde du compte intérêt des emprunts et dettes, alors ça c'est un compte de charge financière. On a constaté que pendant l'année 2018, l'entreprise a supporté 3 000 dirhams de charges d'intérêt, alors que pendant l'année 2019, l'entreprise n'a payé que 1 500 dirhams d'intérêt des emprunts. Alors maintenant, cela montre vraiment une incohérence. Comment il se peut que le montant des emprunts contractés a augmenté, d'accord, d'une manière très grande, alors que les intérêts payés, le montant des intérêts payés a diminué? Parce que logiquement, lorsqu'il y a un nouvel emprunt, automatiquement, l'entreprise doit payer des intérêts à la banque sur cet emprunt. Et du coup, l'auditeur se rend compte que probablement, d'accord, l'un de ces deux montants est erroné et donc il va faire les vérifications poussées pour vérifier l'exactitude de ces deux montants. Dans ce cas, l'examen analytique a permis à l'auditeur de détecter des erreurs potentielles. Maintenant, il se peut que, malgré l'examen analytique, l'auditeur ne détecte pas ces erreurs potentielles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le risque lié aux autres procédés. C'est-à-dire, il s'agit du risque que les procédés d'audit autres que les sondages n'ont pas permis de détecter une erreur. D'accord? Récapitulons les différents risques d'audit. Alors, le risque global de l'audit est le risque qu'une erreur significative soit présente dans les états de synthèse, même après certification des comptes. Le risque global d'audit peut être dû soit
au risque inhérent, c'est-à-dire le risque lié à l'activité de l'entreprise, à son environnement, soit au risque de non-contrôle, c'est-à-dire à l'inefficacité du système de contrôle interne de l'entreprise, ou bien il peut être dû aux diligences mises en place par l'auditeur, d'accord? C'est-à-dire que les vérifications faites par l'auditeur ne détectent pas une erreur significative. Rappelons que le risque inhérent et le risque de non-contrôle sont des risques qui sont indépendants de la mission d'audit, qui sont indépendants de la vérification. C'est-à-dire des risques qui sont présents même avant la mission d'audit. Alors que le risque de non-détection, ce risque se produit généralement lors de la mission d'audit en appliquant les diligences nécessaires par l'auditeur. Alors, pour le risque de non-détection, il est décomposé en trois sous-risques. Soit le risque lié au sondage de corroboration, d'accord? Et ici, soit l'auditeur va certifier les comptes alors qu'il n'existe pas une erreur significative dans la réalité, c'est le risque bêta. Ou bien, dans d'autres cas, l'auditeur peut ne pas certifier, donc il peut refuser la certification des comptes, alors qu'en réalité, aucune erreur significative n'est présente. Le risque hors sondage est relatif à l'attention de l'auditeur, à sa concentration. Euh, il se peut donc que l'auditeur ne donne pas donc de l'importance à des éléments influents, d'accord? Et du coup, il ne va pas détecter certaines erreurs. Et finalement, il y a le risque lié aux autres procédés, tels que l'examen analytique, c'est-à-dire que parfois, même en procédant à un examen analytique, il se peut que l'auditeur ne détecte pas les erreurs significatives.